Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour notre session sur le scrapping web éthique pour l'IA. Je m'appelle Ronny Chali. Je suis responsable de la conformité et de l'éthique chez Bidata. Bidata est une plateforme leader dans la collecte de données web. Nous servons tous les secteurs depuis plus de 10 ans et ces dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec eux, l'industrie de l'IA, à la fois en tant que client et aussi dans le cadre de nos propres solutions basées sur l'IA. Nous allons aborder beaucoup de sujets différents au cours de cette session. Ce ne sera pas très long, mais j'espère que cela apportera une réelle valeur ajoutée à tous les participants. N'hésitez pas à noter vos questions pour la session de questions-réponses que nous aurons à la fin. Avant de plonger dans la session, je voudrais mettre l'accent sur deux aspects principaux de ce webinaire. Je ne suis ni avocat ni conseiller juridique. Je suis comptable, ce qui n'est pas forcément mieux. Mais plus important encore, il faut se rappeler que cette présentation, tout ce dont nous allons parler, ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique. La réglementation évolue très rapidement, comme nous le voyons tous dans différents domaines, et nous verrons dans quelques diapositives un aperçu de cela également. Et cela peut varier d'une région à l'autre. Il y a aussi de nombreux cas en cours devant les tribunaux du monde entier à l'heure où nous parlons. Donc, d'un point de vue juridique, la gestion continue des risques et la collaboration avec vos équipes juridiques sont indispensables, et je pense que c'est l'un des points clés, mais je reste convaincu que ce que nous allons aborder et partager ici sera très précieux. Il est également important de préciser que nous avons ici différentes entreprises et organisations qui représentent divers cas d'usage, allant des modèles d'IA aux agents d'IA, ainsi que toutes sortes d'utilisations de la collecte de données. Notre attention portera donc sur les pratiques de collecte de données et non sur un cas d'utilisation spécifique des données obtenues. C'est une distinction très importante, car la collecte de données et l'utilisation des données sont deux aspects différents, avec des risques et des conséquences possibles distincts, qui sont souvent confondus. Les deux sont importants, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'aspect collecte de données. Gardez donc cela à l'esprit au fur et à mesure que nous avançons, et voyons pourquoi nous sommes ici, tout d'abord. Les trois principaux problèmes préoccupants sont donc le manque de directives claires en matière de collecte de données, de scrapping et de tout ce qui s'y rapporte. Il s'agit de la réglementation et des litiges juridiques auxquels nous sommes littéralement confrontés au quotidien. Et rien que la semaine dernière, nous avons vu différentes annonces de la part de différents gouvernements, de nouveaux cas, et ainsi de suite. Et le besoin de données ne cesse de croître. Il y a donc clairement beaucoup d'incertitudes et, d'après mon expérience personnelle, beaucoup de questions ou même un manque d'informations sur ce qu'est le web scrapping éthique. Je pense qu'il est essentiel de se familiariser avec certaines des meilleures pratiques existantes et de savoir quoi rechercher lorsque vous effectuez votre propre scrapping ou achetez des données à quelqu'un d'autre, afin de construire une infrastructure de données IA durable et pérenne. Désolé. Nous nous concentrons également sur la partie collecte de données, car nous voyons clairement comment les données deviennent le principal facteur de différenciation dans le triangle IA composé de la puissance de calcul, des talents et des données, et il ne s'agit pas seulement des données d'entraînement, mais aussi de l'accès direct à des données en temps réel. Bien que l'Internet soit la plus grande base de données que l'humanité ait jamais eue, savoir où chercher, comment obtenir les données et comment s'assurer que cela se fait de manière éthique est un défi en soi. Donc, notre objectif est vraiment de savoir, de voir et de différencier comment la collecte de données éthiques est réalisée par rapport à d'autres pratiques qui ne sont pas si éthiques, non conformes et parfois même carrément illégales. Donc, ce dont nous allons parler en général, ce sont les risques liés à la collecte et au scrapping de données, les principes fondamentaux de la collecte éthique de données sur le web, les changements rapides dans le paysage réglementaire sans entrer dans les détails techniques de chaque réglementation, ainsi que quelques-unes des affaires judiciaires et décisions de justice les plus intéressantes concernant le scrapping. Je vous donnerai une liste de contrôles pratiques à retenir pour tout le monde ici, et nous terminerons par une session de questions-réponses comme je l'ai mentionné précédemment. Commençons par les risques liés à la collecte de données. D'après mon expérience et mon point de vue,
J'aime généralement diviser cela en deux catégories. La première concerne les risques juridiques, réputationnels et financiers, qui sont généralement liés les uns aux autres. Il y a aujourd'hui beaucoup plus d'actions en justice et de poursuites de la part des propriétaires de sites web ou même d'autres parties prenantes. Celles-ci ont des répercussions financières avec des coûts élevés. Cela peut prendre des années et mobiliser beaucoup de ressources, et cela peut détruire la réputation d'une entreprise rien qu'en restant au tribunal pendant si longtemps. Et d'ailleurs, il n'est même pas nécessaire qu'il y ait un procès. Même des publications très médiatisées peuvent avoir le même effet, et on en voit tout le temps aussi. C'est encore plus vrai ces dernières années avec tout ce qui touche à l'IA. Encore une fois, les gros titres continuent de tomber chaque jour, partout dans le monde. Le deuxième aspect concerne le côté plus technique des choses. Un mauvais scrapping peut entraîner des interdictions d'adresse IP ou un accès bloqué, nuire à la disponibilité et à la qualité des données et endommager directement votre produit. Ces risques ne sont pas théoriques et de nombreuses organisations en ont déjà fait les frais. La façon dont vous vous préparez et gérez ces risques peut vraiment faire la différence, et nous en parlerons aussi dans les prochaines diapositives. Dans un exemple récent, un fournisseur de données qui proposait un ensemble de données LinkedIn, incluant des données non publiques, a été poursuivi en justice et a dû cesser ses activités. Et il ne s'agit pas seulement du risque de perdre votre fournisseur de données. C'est aussi une question des données que vous, votre outil ou votre modèle d'IA avez pu ingérer dans le cadre du processus d'apprentissage, et vous vous rendez compte maintenant que ces données et leurs sources étaient contraires à l'éthique. Que faire dans ce genre de situation? Nous allons donc essayer de ne pas en arriver là et vous donner quelques conseils pour anticiper ce genre de problème. Voici ce que nous faisons et ce que vous pouvez faire pour gérer ce risque tout en continuant à collecter et à extraire des données. Premièrement, et c'est sans doute l'un des principes clés, uniquement des données publiques du web. Même si la définition des données publiques du web n'est pas formelle d'un point de vue réglementaire, ce que j'entends par là, c'est des données accessibles sur le web sans avoir besoin de se connecter. Si les données ne sont accessibles qu'à travers un accès restreint, une connexion ou un paywall, ce ne sont pas des données publiques. Comme nous le verrons plus tard, s'en tenir uniquement aux données publiques et être capable de démontrer comment vous faites la distinction entre les deux, en autorisant l'une mais pas l'autre, et en appliquant ces pratiques dans l'ensemble de votre activité, peut être l'un des éléments les plus importants à l'avenir et vous sera d'une grande aide. Le deuxième point, c'est de ne collecter que ce qui est nécessaire pour des objectifs précis. Cela peut être très subjectif, mais il faut toujours garder cela à l'esprit, en comprenant ce que l'on souhaite collecter, comment on veut le faire, et pourquoi on veut recueillir cette information précise. Il existe beaucoup de terminologie juridique à ce sujet, comme l'usage légitime à des fins professionnelles, l'utilisation équitable et d'autres notions similaires, mais l'essentiel de l'activité de scrapping doit être en accord avec les besoins de votre entreprise et de votre organisation. Définir le périmètre avant de collecter peut vraiment faire la différence et aidera à la gestion des risques liés à la collecte et à l'utilisation de vos données. Les prochains aspects concernent la manière dont nous protégeons le web. Cela peut sembler contre-intuitif, mais lorsqu'on extrait des données ou qu'on accède à un domaine avec des processus automatisés et des bots, il faut s'assurer que notre trafic ne nuit pas ni ne dégrade les performances du domaine. Tout le monde doit pouvoir continuer à utiliser le site web, aussi bien les bots que les humains. Et comme un court exemple, je voudrais partager un exemple de la façon dont cela peut être mis en œuvre dans une activité de scrapping. Le processus présenté sur cette diapositive montre comment mesurer le temps de réponse du domaine permet au demandeur de savoir en temps réel quel est l'état du domaine et si un trafic provenant de son activité affecte les performances du site. Mon but ici n'est pas d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit ni de fournir des spécifications techniques. La plupart d'entre vous ici savent bien mieux que moi comment faire du scrapping. Mon objectif est de montrer un exemple de la façon dont le scrapping éthique nécessite une approche proactive. Nous voulons protéger le web tout en accédant à des données publiquement disponibles. Donc, nous voulons collecter uniquement les données publiquement accessibles,
et seulement celles dont nous avons besoin, et nous voulons le faire de manière à ne causer aucun dommage au domaine. Nous devons donc maintenant ajouter une autre couche, et c'est la partie des journaux, des logs. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cela. Beaucoup d'entreprises de proxy et de scrapping se vantent ou tirent fierté de ne conserver aucun log, et en faisant cela, elles prétendent protéger leurs clients. En matière de scrapping éthique, c'est tout le contraire. Conserver des logs nous permet de surveiller, d'enquêter, d'apprendre et de nous améliorer du point de vue de la conformité et de l'éthique. Cela vous permet de savoir s'il y a eu des problèmes et d'être en mesure de vous défendre contre toute fausse accusation. Si vous ne souhaitez pas conserver vos logs ou toute documentation de votre activité de scrapping, il est bon de vous demander pourquoi. En général, les logs, et d'après mon expérience personnelle, ont été d'une grande aide, pour savoir vraiment faire le suivi et pouvoir comprendre le scrapping qui est effectué, et pour prévenir tout abus ou tout problème de ce genre. Ensuite, il y a la gestion interne et externe de tout problème. Je sais qu'avoir une politique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le but ici, c'est vraiment de s'assurer que votre activité est protégée. C'est pourquoi vous devez avoir une véritable tolérance zéro pour toute activité non conforme, permettre aux parties prenantes de signaler toute activité suspecte, et aussi effectuer des audits par des tiers pour garantir que vos politiques sont bien appliquées. Et oui, il vous faut des ressources pour cela, ou alors vous devez travailler avec un fournisseur de données capable d'assurer ce niveau de conformité. Mais dans tous les cas, assurez-vous que cette couche de gouvernance et de reporting existe et soit active au quotidien afin de garantir que l'éthique, la conformité et tout ce que vous faites soit en accord avec vos politiques. En ce qui concerne la réglementation, on observe des approches très différentes, ainsi que des réglementations et des plans d'action gouvernementaux variés. Si l'on doit distinguer les deux principales approches, je pense que les actes de l'UE se situera à une extrémité, avec une approche très axée sur les risques, mettant l'accent d'abord sur l'éthique et la sécurité, et, ce faisant, ajoutant des couches de contraintes en matière d'IA. Le code de conduite volontaire de l'UE, qui a récemment fait la une avec certaines grandes entreprises technologiques qui l'ont signé ou approuvé, comme OpenAI, tandis que d'autres refusent de le reconnaître et de le signer, comme Meta, suscite assurément beaucoup de gros titres partout et de nombreuses discussions au sein de l'industrie. Il essaie d'être une version plus sûre ou plus douce, plus conviviale, et d'encourager les entreprises d'IA à accepter l'approche requise. Mais de mon point de vue personnel, je ne pense pas que ce soit le cas, du moins pour l'instant. Voilà. Il reste encore beaucoup d'alignements à faire, et il faudra voir comment cette partie évolue. D'un autre côté, le plan d'action sur l'IA récemment publié par les États-Unis, qui met l'accent sur l'innovation et le leadership américain dans l'industrie de l'IA. Il semble que les États-Unis veuillent éliminer tous les obstacles qui pourraient freiner l'IA et laisser les entreprises gérer elles-mêmes les questions éthiques. Le plan a été qualifié de promotion du piratage, mais il montre en réalité à quel point l'accès aux données publiques est crucial pour le développement de l'IA. Et toute utilisation spécifique des données qui pourrait être contestée devrait être traitée devant les tribunaux. Il existe d'autres cadres réglementaires et projets, comme l'initiative mondiale sur l'IA de la Chine. Elle a également été publiée récemment. Mais comme nous ne voulons pas nous concentrer sur la réglementation en elle-même, les points principaux à retenir sont qu'il y a davantage d'attention portée aux pratiques de collecte de données. Je suis personnellement impliqué dans certaines de ces discussions où je représente les bots et je veille à ce que tout le monde comprenne qu'il s'agit de bons bots et à quel point ils sont importants aujourd'hui. De plus en plus de réglementations spécifiques à la géolocalisation et locale apparaissent, et chacun d'entre nous doit rester informé en fonction de l'emplacement de son organisation, de ses activités et de ses sources de données. Et la réglementation judiciaire concernant la vie privée, les droits d'auteur et tout le reste restent applicables, mais dépend des affaires en cours et des décisions à venir. Donc, il faut vraiment garder un œil là-dessus. C'est un domaine qui a beaucoup évolué, même au cours des dernières semaines. Et nous allons vous donner quelques exemples de cas pertinents dont nous pouvons tirer des enseignements.
Le premier exemple est cette décision de 2024 qui porte sur le scrapping par ByData des données liées à Meta sur Instagram et Facebook. Lorsque nous avons été mis au défi, ce sont nos politiques, notre technologie, notre conformité et notre éthique qui nous ont guidés dans la décision de mener ce combat pour les données publiques du web. C'était une affaire remarquable où notre éthique et notre transparence nous ont permis de mettre en avant notre approche éthique intégrée. Et malgré des tentatives répétées de discréditer nos pratiques, nous avons pu démontrer de manière détaillée pourquoi et comment nous ne soutenons que la collecte de données publiques sur le web. Un autre aspect intéressant de ces affaires, c'est la remarque du juge concernant la résolution de CAPTCHA, un sujet qui, je le sais, préoccupe beaucoup de nos clients et de nombreux secteurs également, en soulignant que résoudre un CAPTCHA ne signifie pas accéder à un site protégé ou franchir des barrières de confidentialité. Et en affirmant clairement que Meta a laissé la porte ouverte en choisissant de ne pas placer tout son contenu derrière une connexion. Et il y a une raison pour laquelle ils ont fait ce choix. Donc, encore une fois, cela souligne l'importance des données publiques et de l'accès uniquement aux données publiques comme moyen de collecte éthique des données web. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est certainement un aspect très important lorsqu'on gère le scrapping à grande échelle. Un autre exemple de ByData se battant pour que les données publiques restent publiques concerne les affaires en cours avec X, anciennement Twitter, qui a d'abord été débouté, le juge ayant déclaré que X ne possède pas d'Internet. C'est vraiment une déclaration très importante quand on parle des géants de la tech et de la propriété des données sur le web. Et il y a eu une relance de X avec une nouvelle procédure judiciaire, qui est également en train d'être finalisée ces jours-ci. ByData poursuit ses activités comme toujours, en s'appuyant sur nos principes de conformité et d'éthique, qui sont constamment remis en question, mais nous sommes capables de distinguer clairement le scrapping éthique du scrapping non éthique. Je conseille à tous ceux qui ne connaissent pas bien ces affaires judiciaires en particulier d'aller lire le résumé complet de ces procès. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer et que cela permet de mieux comprendre le point de vue concernant ces affaires. Et c'est vraiment quelque chose dont nous sommes très fiers et qui nous a permis de démontrer comment ce que nous faisons, ainsi que la collecte éthique de données web, est important et peut être utilisé à bon escient dans les entreprises et de manière générale. D'autres affaires intéressantes incluent Anthropic et leur entraînement d'IA basé sur différents livres. Si vous connaissez celle-ci, elle a récemment été rejetée par un juge américain. Mais il y a eu un suivi concernant l'utilisation de livres piratés qui ont également été utilisés sans être légalement détenus. Je pense que cette partie renforce l'importance de se conformer d'abord aux règles et réglementations en vigueur. Ne faites rien d'illégal, que ce soit avec ou sans utilisation de l'IA. L'utilisation de données liées à la fraude ou de tout ce qui n'est pas légalement détenu par quelqu'un, et dans ce cas, cela semble très clair, ne devrait absolument pas faire partie de votre collecte de données, et cela ne devrait pas non plus être considéré comme des données publiquement disponibles. Les données elles-mêmes ne sont pas obtenues de manière légale. Donc, d'autres cas pertinents comme l'industrie adulte contre Meta que nous avons actuellement, Disney contre Midjourney, Ecolab, LinkedIn et d'autres, je pense qu'ils sont également très importants. La plupart de ceux listés ici sont encore devant les tribunaux. Et il faudra voir comment ils seront résolus à l'avenir, indépendamment de toute utilisation spécifique de l'IA. Mais c'est clairement quelque chose à surveiller, et je pense que nous verrons de plus en plus de mises à jour et des affaires très importantes qui seront finalisées, espérons-le dans un avenir proche, du moins d'après ce que nous attendons. Alors, que faire? Premièrement, connaître vos sources de données, les fournisseurs de données. N'utilisez que des données publiquement disponibles, comme nous l'avons mentionné plus tôt, mais il ne s'agit pas seulement de données publiquement disponibles. Il s'agit aussi, si vous utilisez un fournisseur de données ou un proxy quelconque pour collecter des informations, de faire vos devoirs, de savoir avec qui vous faites affaire et où et comment ils obtiennent les données elles-mêmes. Tous les fournisseurs de données ou de proxy ne se valent pas. Comme je l'ai montré plus tôt, il y a des cas où des fournisseurs de données ont vendu des informations non publiques à différentes organisations,
et il est important de savoir avec qui vous faites affaire. Il existe une comparaison très intéressante entre différents fournisseurs de données en termes de benchmarking, d'éthique, etc. Si cela vous intéresse, contactez-moi après la session, je serai ravi de partager ces informations. Mais je pense que c'est un aspect clé et que c'est clairement un élément différenciateur entre un développement de l'IA durable et un qui ne l'est pas. La deuxième partie concerne la protection du web, comme nous l'avons évoqué avec la surveillance de la santé, les limites de débit et d'autres outils techniques. Encore une fois, il s'agit d'être proactif. Il faut vouloir et comprendre que répondre à vos besoins en données, doit aussi aller de pair avec la protection du web et garantir que tout le monde puisse continuer à utiliser les sites, les domaines, et nous voulons collaborer ensemble. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour l'industrie en général, peu importe le cas d'usage. Nous avons parlé de la partie des logs, et je pense que ce n'est pas seulement pour les corrections de bugs techniques, etc., comme c'est généralement le cas lorsque les équipes data ou les produits parlent des logs. Les logs sont aussi une partie très importante de l'éthique et de la conformité de ce type d'activité. Et c'est clairement quelque chose qui mérite d'être investi et exploré pour voir comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Travailler avec vos parties prenantes et permettre des mécanismes de signalement direct. Encore une fois, si nous voulons vraiment être transparents, si nous voulons vraiment obtenir des retours, si nous voulons vraiment apprendre et nous améliorer, cette communication et ces canaux de signalement sont très importants, aussi bien en interne au sein de l'entreprise qu'en dehors, afin d'obtenir ces informations, de voir s'il y a eu un problème, puis d'agir en conséquence. Et évidemment, cela vous oblige à enquêter sur toute activité anormale, que vous l'ayez découverte, que vous en ayez eu une indication ou qu'elle ait été signalée. Lorsqu'on gère une collecte de données à si grande échelle, il est presque certain que parfois les choses ne sont pas faites conformément aux politiques, ou que certaines situations peuvent remettre en question ces politiques de différentes manières. Vous devez savoir et vous assurer que vous êtes à la bonne place au sein de votre organisation pour pouvoir apporter un éclairage sur ces décisions importantes, afin de garantir que vos politiques et votre cadre de gouvernance en matière de conformité et d'éthique sont bien en place. Et enfin, mais non des moindres, eh bien, l'actualité et les mises à jour évoluent au quotidien. Je vous encourage à participer à des sessions comme celle-ci et à poursuivre la discussion directement si vous avez des questions. Suivez la réglementation, consultez vos équipes juridiques. Je fais la même chose et je pense que c'est quelque chose qui, indépendamment de tout changement ou de toute affaire qui sera portée devant les tribunaux, ce dont nous discutons ici constitue la base fondamentale de la collecte de données, et tout le reste devrait venir s'y ajouter et contribuer à soutenir cette collecte de données web éthique et conforme. Une dernière chose avant que nous terminions et que nous passions à la session de questions-réponses, je voudrais parler de la RDC, l'Alliance pour la collecte responsable des données. Maintenir l'accessibilité du web, garder les données publiques accessibles à tous et pratiquer le scrapping de manière éthique, ce n'est pas seulement l'affaire de ByData ou d'une de vos organisations en particulier. C'est un effort collectif que je suis heureux de voir la RDC promouvoir à travers des discussions d'interorganisation, des obligations techniques, une participation active à des initiatives d'élaboration de normes comme l'IETF et d'autres, ainsi que de nombreuses autres activités, avec des membres et des contributeurs de Common Crawl, de l'Internet Archive, d'OpenAI, de ByData et bien d'autres encore. Je vous invite tous à consulter leur site web, à rejoindre l'Alliance, à continuer de promouvoir la collecte éthique de données sur le web, et vous êtes tous libres de le faire. Il y a un lien en bas, mais vous recevrez aussi la présentation plus tard. Allez jeter un œil. Nous serions plus qu'heureux d'accueillir de nouveaux participants et de vous embarquer, ou simplement de partager les informations disponibles au sein de l'Alliance, car, encore une fois, rien qu'en partageant l'information et en travaillant ensemble, je pense que nous pouvons garder les données publiques accessibles à tous, ce qui est important pour tous les usages, y compris l'IA.